Bien, bonjour à tous, bonjour à toutes. Alors, je voudrais évidemment commencer par remercier les historiens de l'Association de l'Ouest qui m'ont invité à participer à cette réunion. Et les remercier à un double titre. D'abord parce que c'est toujours agréable pour un enseignant-chercheur de se remettre dans la perspective du doctorant, de faire état de ses recherches, de partager le résultat de ses recherches avec ses pairs et puis d'en discuter éventuellement. En tout cas, c'est la posture dans laquelle je m'inscris. Et puis, l'autre cause de satisfaction, c'est de voir d'anciens étudiants qui ont attrapé le virus de la recherche en droit et qui se lancent avec enthousiasme dans la recherche. Donc, évidemment, on leur souhaite tout le succès possible. Alors, vous m'avez invité à discuter, échanger autour des idées reçues. Je ne voyais pas trop, surtout sur la notion d'institution, en quoi, qu'est-ce que je pourrais vous dire sur cette question. Et puis, je me suis souvenu qu'effectivement, mon parcours d'étudiant d'abord, puis de chercheur ensuite, m'a toujours ramené à une idée reçue en droit, qui est celle du gouvernement des juges. Effectivement, quand j'étais en Master 1, mon premier travail de recherche était de savoir si le Conseil constitutionnel avait un rôle politique ou pas. C'était un travail très inabouti, très approximatif, mais qui m'a quand même mis le pied à l'étrier. Et cette question de savoir qu'en est-il du gouvernement des juges m'a accompagné ensuite tout au long du parcours et en travaillant sur la charte de l'environnement et ses perspectives d'interprétation et d'application par notamment le Conseil constitutionnel, eh bien j'ai essayé d'y répondre. Bon, c'est une idée qui n'est pas nouvelle. On peut donc l'envisager sous l'angle de l'histoire du droit, puisqu'on a fêté l'année dernière les 100 ans du livre d'Édouard Lambert sur le gouvernement des juges avec la Cour suprême américaine. Donc c'est une question qui est assez embarrassante parce que souvent elle nous conduit à deux positions radicales un peu en doctrine. Il y a une position, très schématiquement, parce que le temps est court, une position qui nous conduit à avoir une approche un peu néo-juste-naturaliste, considérant que, oui, le juge gouverne un peu, c'est pas plus mal comme ça, il défend les droits et libertés utiles dans une démocratie libérale. Alors on n'est pas toujours d'accord avec la conception qu'il a des droits et libertés, mais il vaut mieux ça que de laisser le législateur décider souverainement tous les jours de nos libertés. J'avoue que j'ai jamais réussi à adhérer à ce point de vue. Et l'autre point de vue qui est assez radical, qui est celui, ce que l'on appelle, à mon avis, injustement, les théoriciens réalistes de l'interprétation, consiste à dire qu'en réalité, le juge ne peut que gouverner d'une certaine manière, puisque les énoncés n'ont aucun sens objectif, que la loi n'en a pas, la Constitution non plus, et que par conséquent, c'est le juge qui, arbitrairement, pose le droit, le définit, le fonde, au gré de ses humeurs. Bon. Il y a une étude, là, j'ai vu, sur des magistrats en Israël qui analysent statistiquement leur sévérité en fonction de leur niveau de faim. Alors, en début de matinée, ils n'ont pas trop faim, ils sont assez sympas, et puis en fin de matinée, c'est une catastrophe. Alors là, les libérations conditionnelles sont systématiquement refusées. Alors, j'ai vu qu'il y avait une seconde étude qui montrait qu'il y avait des biais, parce qu'en réalité, l'ordre des examens des affaires n'était pas exactement le même, et qu'il y avait une certaine logique derrière tout ça. Bon, alors vous voyez, en fait, le gouvernement des juges, on ne s'en sort jamais. Par hasard, d'une certaine façon, j'ai découvert, alors que j'étais en thèse, la philosophie classique du droit. On ne me l'avait pas enseignée. Dans l'université où j'ai fait mon cursus, je n'ai pu faire ni philosophie ni théorie du droit. Je ne comprends même pas comment c'est possible. Donc, j'ai découvert à travers l'œuvre de Michel Villers, notamment, puis après directement dans leurs œuvres, les philosophies des Grecs, en particulier celle d'Aristote. Et il m'a semblé que l'on pouvait, dans la conception qu'il nous présente du droit et donc de l'office du juge, que l'on pouvait trouver des éléments qui permettent de faire un tri, si l'on veut, entre les décisions du juge qui seraient des décisions politiques et les décisions du juge qui seraient des décisions juridictionnelles et donc juridiques. C'est ce que je vais essayer de vous présenter. Bien sûr, en termes d'institution, la conséquence, c'est que lorsque le juge rend une décision politique, on est en présence d'une institution politique, et lorsque le juge rend une décision vraiment juridique, eh bien, on est en présence d'une institution juridictionnelle. Deux temps. Un premier temps sur justement l'office du juge dans la pensée classique, principalement dans la pensée d'Aristote, et puis dans un second temps, comment est-ce que l'on peut appliquer cette philosophie à la jurisprudence actuelle du Conseil constitutionnel.
Alors, je ne vais pas vous citer trop longuement Aristote parce que, voilà, j'espère déjà que vous l'avez lu, et ensuite parce que le temps nous est compté, mais il nous dit, principalement dans l'Éthique à Nicomaque, que le juste, c'est à la fois ce qui est conforme à la loi et ce qui respecte l'égalité. Voilà, définition cardinale, c'est ce qui est conforme à la loi et ce qui respecte l'égalité. Donc, si l'on étudie, enfin si l'on déduit des conséquences de cette définition, on peut considérer que le juge dit le droit de deux façons, peut dire le droit de deux façons, soit il applique la loi, au cas d'espèce, soit il procède à un partage équitable entre les parties. Dans la première hypothèse, donc celle de l'application de la loi, Aristote ne décrit pas la méthode que doit suivre le juge, hein, ça c'est un peu frustrant. Tout ce qu'il nous dit, enfin, ce qui est un peu intéressant, c'est ce qu'il nous dit sur l'équité et l'épikeia, à la fin du livre 5 de l'Éthique à Nicomaque. Quand la loi pose une règle générale et que là-dessus survient un cas en dehors de la règle, on est alors en droit, entendons le juge, là où le législateur a omis de prévoir le cas et a péché par excès de simplification, de corriger l'omission et de se faire l'interprète de ce qu'eût dit le législateur lui-même s'il avait été présent à ce moment et de ce qu'il aurait porté dans sa loi s'il avait connu le cas en question. Telle est la nature de l'équitable, épikeia, c'est d'être un correctif de la loi là où elle a manqué de statuer à cause de sa généralité. Donc, dans une perspective classique, aristotélicienne, le juge peut compléter la loi lorsque se présente un cas qu'elle n'envisage pas. D'une certaine manière, on comprend qu'il en a le devoir, hein, puisque sinon ce serait un déni de justice. Cela dit, lorsque le juge entreprend de compléter la loi, il ne doit pas le faire de manière arbitraire, il doit s'en référer. On dirait aujourd'hui l'intention du législateur. Je pense que pour être plus précis, il doit se référer à la rationalité du législateur, c'est-à-dire à ce que voulait faire l'auteur de la loi dans la loi. Et qu'est-ce qu'il aurait fait au cas d'espèce? Bien, c'est un premier élément. Dans la deuxième façon de dire le droit, le juge, donc, nous dit Aristote, procède à un partage qui respecte l'égalité. Alors, la citation est un peu longue. Pour faire simple, Aristote explique que la notion même de juge, c'est de trancher le litige et de retirer à l'un la portion excessive qui est en sa possession afin de la conférer à l'autre, de manière à ce que à l'issue de la décision, les deux parties soient à égalité. C'est très beau. Donc le juge a pour office de rétablir l'égalité. Comment faire? Alors là, cette fois-ci, il nous donne une méthode. Il y a deux manières de calculer, alors ça c'est moi qui le dis, c'est pas Aristote, calculer le juste. C'est soit selon, vous connaissez la différence, hein, soit selon une proportion arithmétique, c'est la justice commutative, la justice corrective, ou selon une proportion géométrique, la justice distributive. Bon, il faut toujours illustrer cela, et Aristote le fait un peu, mais mal. C'est toujours frustrant avec les textes d'Aristote, ils nous ont été mal transmis. Bon, alors on pourrait dire que la justice corrective, eh bien, c'est Aristote qui le dit d'ailleurs, ce sont les relations entre les particuliers, tout simplement, entre les citoyens, dans la vie civique, qui sont égaux, c'est indispensable, et ils se disputent un objet, somme d'argent, une réputation, ce que l'on veut, et le juge donc va peser les prétentions des uns et des autres. En fonction de quoi? En fonction de l'ensemble des paramètres du litige. Et à l'issue de cette pesée, il tranche. Voilà. Alors il a recours à des descriptions mathématiques de proportion entre des lignes. Alors c'est le rapport entre A, B, C. Quand on a été mauvais en maths, c'est un petit peu frustrant, mais finalement on arrive à comprendre ce qu'il veut dire. Justice corrective, égalité arithmétique. En ce qui concerne la justice distributive, il s'agit cette fois-ci des relations entre le citoyen et la cité. C'est plus les citoyens entre eux, c'est les citoyens et la cité. Et là, cette fois-ci, la proportion est géométrique, puisque, nous dit Aristote, eh bien, le citoyen est en droit de recevoir de la cité une part d'honneur et de richesse proportionnelle à ce qu'il apporte lui-même. Voilà. Donc l'architecte du Parthénon apportant beaucoup à Athènes, il a le droit de recevoir beaucoup. Le cordonnier d'Athènes
c'est très bien les cordonniers, mais son apport à la vie athénienne est quand même un peu moindre, donc il aura sans doute une part d'honneur et de richesse inférieure à celle de l'architecte. Mais dans les deux cas, ils sont sur un pied d'égalité parce que, rapporté à ce qu'ils apportent eux-mêmes, eh bien, ils reçoivent autant. La proportion est la même. Bien, alors ce que je trouve intéressant dans cette description de l'office du juge, c'est que Aristote invite le juge à se mettre au service d'une rationalité qui s'impose à lui, dans les deux cas. Dans le premier cas, il se met au service de la rationalité du législateur. Dans le deuxième cas, le juge se met au service d'une rationalité arithmétique ou géométrique. Alors, en même temps, il faut bien comprendre que cette étendue de la justice, enfin plus exactement, le domaine du droit et de la justice est assez restreint. Hein. Il s'agit seulement de la justice particulière, il ne s'agit pas de la justice générale. La justice particulière dont le champ d'application, c'est uniquement le partage des honneurs et des biens. Hein. Les biens et notamment la réputation. Bon. En dehors de ce champ précis, le juge n'est pas compétent. Pourquoi? Eh bien parce qu'il ne peut pas calculer la proportion dans la mesure où les biens sont intangibles d'une certaine manière. Il y a trop de paramètres en dehors de la justice particulière. Le juge ne peut plus raisonner arithmétiquement ou géométriquement, il n'est pas compétent. D'une certaine façon, cette définition du domaine du droit et de la justice correspond assez bien à celui des Romains, puisque Ulpien nous disait, vous faites du latin, tant pis pour vous, Iuris precepta sunt ec, honeste vivere, alterum non ledere, ius suum quique tribuere. C'est-à-dire, les préceptes du droit sont les suivants, vivre honnêtement, ne pas léser autrui, rendre à chacun son droit, ce qui lui est dû. C'est à peu près la justice particulière d'Aristote. En dehors de ça, ce n'est plus l'office du juge, ce n'est plus le domaine du droit. Et saint Thomas d'Aquin, donc, répétant ce que dit Aristote, il y a une faible originalité de la pensée de saint Thomas d'Aquin par rapport à celle d'Aristote, en tout cas dans ses développements sur le droit, nous dit que la particularité du droit, du domaine juridique si on veut, c'est que le juste se calcule objectivement, alors que dans le domaine de la justice générale, eh bien, on ne peut pas vraiment le calculer objectivement, il y a un parti pris, il y a une décision politique. Secundum se objectum. Le juste est par suite, nous dit Aristote, une sorte de proportion, la proportion étant une égalité de rapport. Alors évidemment, on ne peut pas évacuer de ce calcul de la proportion une certaine approximation. On ne peut pas évacuer de la jurisdictio un certain parti pris, si on veut, dans la mesure où les paramètres sont quand même assez flous. Quand vous avez deux personnes qui se disputent le même objet, voilà. Et puis la façon de les prendre en compte, ces paramètres, peut varier éventuellement un peu d'un juge à l'autre. Mais ce qui est important, c'est que dans tous les cas, le juge essaye de se rattacher à une rationalité qu'il n'a pas décidée. Il accepte d'essayer de dire le juste objectivement. Aristote nous dit qu'il faut avoir quand même certaines qualités. Hein, les qualités personnelles du juge comptent. Hein, il y a l'eustochia, la justesse du coup d'œil, l'axignolia, la vivacité d'esprit, la synésis, l'intelligence, et la gnomé, le jugement. Oui, c'est mieux d'avoir un juge qui a une certaine vivacité d'esprit, une certaine intelligence et un certain sens du jugement. Je pense. Donc il y a une part de subjectivité dans la manière de dire le droit. Et qui sait aussi résister à la faim en fin de matinée. Mais ça, il ne le dit pas. Et assez curieusement, la figure classique de la Thémis illustre très bien cette théorie. J'ai cherché un peu dans l'histoire de l'iconographie d'où nous venait cette figure de la justice, vous savez, avec son bandeau, sa balance et son glaive. J'ai l'impression qu'en réalité, ce sont des représentations qui sont assez récentes. Je n'ai pas trouvé de statue antique représentant la Thémis ainsi. Mais le fait est que, représenté de cette manière, ça correspond très bien à la manière dont Aristote conçoit le droit. Le bandeau représente le fait que le juge ne doit pas prendre en considération les données extérieures à la justice particulière. La vertu des parties. Hein. Est-ce que
l'une des parties est un joueur invétéré au casino ou est-ce qu'il travaille bénévolement au Resto du Cœur, on s'en fiche complètement. On n'a pas besoin de le savoir pour dire le droit. C'est le bandeau. La balance, bien sûr, c'est pour nous montrer que le juge ne peut prendre en considération que des données tangibles qui se pèsent et qui s'évaluent. Si ça ne s'évalue pas, eh bien, le juge ne peut pas le dire. On a longtemps dit ça du préjudice moral, bon, on a évolué. Enfin, le glaive, bien sûr, le glaive, eh bien, c'est pour partager. Partager l'objet du litige. Les racines grecques, hein, Aristote fait un jeu de mots avec diké, le partage, dikaion, le droit, dikaiosune, la justice, enfin, tout ça tourne autour d'une même racine. Je précise que je n'ai jamais fait de grec, donc je suis un peu un escroc là. Mais c'est retranscrit en lettres alphabétiques normales dans les bouquins, donc je peux faire semblant. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on peut conclure de cette conception classique de la justice ? Moi, j'en conclus qu'il y a 3 manières de dire le droit pour un juge. Soit il applique la loi, soit il complète la loi, c'est l'équité, soit il partage de manière équitable les biens que se disputent des citoyens égaux. Voilà. C'est un peu borné, mais c'est en tout cas ce que l'on peut conclure. Et on peut voir après ce que ça donne si on l'applique à l'office du juge constitutionnel et en particulier du Conseil constitutionnel. Alors, c'est le deuxième temps. Faut commencer par dire évidemment que le Conseil constitutionnel, dans la philosophie grecque du droit, n'existe pas. Hein. On n'imaginait pas dans les cités grecques un juge constitutionnel qui serait capable, qui aurait pour office de contrôler la conformité des lois à la Constitution. Pourquoi ? Bien déjà parce que les Grecs avaient quand même une haute conception de la loi. Alors, c'est pas comme les révolutionnaires qui pensaient que le législateur ne peut mal faire, mais en principe, une loi digne de ce nom est bonne et juste, et donc personne ne peut prétendre la juger. Hein, Aristote nous dit il est préférable sans doute que la loi gouverne plutôt qu'un seul citoyen, et même s'il est préférable que quelques-uns gouvernent, ceux-là, il faut les constituer en gardiens des lois subordonnés aux lois. Bon, l'autre élément, c'est tout simplement que les constitutions antiques ne sont pas des textes rédigés de manière précise à un moment donné. Là encore, les Grecs ont une haute estime des constitutions puisque Isocrate nous dit que la constitution, c'est l'âme de la cité, la politeia. Donc c'est quelque chose d'un peu évanescent. Ça revient un peu à l'identité d'une communauté par rapport à ce que l'on disait tout à l'heure. Comment voulez-vous contrôler une loi vis-à-vis de l'identité dans le temps, dans l'espace d'une communauté? C'est compliqué. Donc il n'y a pas de juge constitutionnel chez les Grecs. Alors voilà, je l'admets bien volontiers. Bon, et puis il y a un autre aspect, c'est que l'office du juge constitutionnel, du Conseil constitutionnel, en tout cas en France aujourd'hui, est très restreint par rapport à ce que Aristote nous dit du juge. Le Conseil constitutionnel ne peut pas trancher les litiges entre les parties, puisque les parties ne peuvent pas saisir directement le Conseil constitutionnel pour ce faire. Depuis la QPC, ok, les parties peuvent soulever une question, mais dans tous les cas, le juge juge la loi, il ne tranche pas le litige. Donc le Conseil constitutionnel ne peut pas calculer le juste arithmétiquement ou géométriquement dans le cadre d'une affaire particulière. Il ne reste plus, d'une certaine manière, que l'application de la loi, premier office du juge que j'ai envisagé tout à l'heure. Bon, la Constitution n'est pas une loi, on est d'accord. Quelle scène n'existait pas à l'époque des Grecs, Dieu merci. Mais on peut considérer tout de même que on peut assimiler la Constitution à une loi et considérer que le juge puisse être chargé de comparer la conformité de la loi norme inférieure à la Constitution norme supérieure. Chez les Grecs, il y avait des décrets, on pouvait comparer éventuellement les décrets aux lois, c'est pas un problème. Bon, transposons l'analyse. Mais pour cela, encore faut-il que la Constitution soit rédigée sous la forme d'une loi. Or, nous dit Aristote, la loi a pour fonction de commander et de juger. Ça fait partie des éléments constitutifs de la loi. Donc, il faut que la Constitution soit rédigée sous la forme d'un commandement, on dirait aujourd'hui d'une norme impérative, autrement dit d'une véritable règle. En pratique, on sait bien que ce n'est pas toujours le cas. L'article 2, le principe de la République et le gouvernement du peuple par le peuple pour le peuple, c'est pas une règle. Ça ne dit rien, ça ne dit pas grand-chose, si ce n'est que Abraham Lincoln, un jour, a eu une formule heureuse qui a franchi l'Atlantique. Bon, mais c'est pas une règle.
On pourrait en dire autant des considérations historiques, politiques. Ouais, ça veut dire, oui, je m'arrête. Des considérations historiques politiques que l'on retrouve dans les préambules des textes, déclarations de 1789, préambule de 46 et même la charte de l'environnement. En revanche, dans la Constitution, il y a quand même de vraies règles. Article 66-1, nul ne peut être condamné à la peine de mort. C'est clair. Je veux dire, la première loi qui arrive et qui tente de rétablir la peine de mort, elle est manifestement inconstitutionnelle. Il n'y a pas de réserve, il n'y a pas de condition, c'est un principe, une règle générale, suffisamment claire pour pouvoir être appliquée par le juge. Et c'est la même chose pour tout ce qui concerne d'une façon générale l'organisation des institutions. Voilà, l'organisation du Parlement, son fonctionnement, la procédure législative, les compétences du président de la République, du Premier ministre, etc. Il y a des règles dans la Constitution. Alors, je ne vais pas entrer dans des considérations de théorie du droit ou d'herméneutique pour essayer de faire la différence entre une vraie règle et une fausse règle. Ce que je crois pouvoir dire, en revanche, c'est que lorsque le Conseil constitutionnel applique une règle constitutionnelle, c'est une institution juridictionnelle, ce n'est pas une institution politique. Tout simplement parce qu'il se met dans le sillage d'une rationalité qui n'est pas la sienne, la rationalité du constituant. C'est pas un organe politique, c'est une institution juridictionnelle. Alors la difficulté, c'est comment faire le tri dans la Constitution entre ce qui est une règle et ce qui ne l'est pas. Et là, je pense que c'est justement en se référant à la philosophie classique du droit que l'on peut trouver des éléments, et en particulier en recherchant quelle est la rationalité qui se trouve derrière chaque disposition constitutionnelle. Si l'on prend par exemple les droits et libertés dits aujourd'hui fondamentaux, droits et libertés que la Constitution garantit, la plupart d'entre eux, et là les historiens sont bien placés pour le dire, sont issus du justnaturalisme moderne, on peut les retracer, on peut en faire l'histoire, et on sait que cette conception du droit est une conception abstraite. Ce sont des droits subjectifs, absolus, qui sont attachés à la nature humaine, et donc ce sont des notions abstraites. Cette rationalité-là est une rationalité politique, philosophique, idéologique, si vous voulez, mais ce n'est pas la justice particulière d'Aristote. On est en dehors du champ de la justice particulière. Donc, on pourrait dire que à chaque fois que le juge constitutionnel applique un droit ou une liberté ou un principe issu du justnaturalisme moderne, eh bien, il rend une décision politique, puisque la rationalité de sa décision dépasse le champ de la justice particulière. En même temps, enfin en tout cas moi c'est comme ça que j'ai réussi à stabiliser ma réflexion sur les décisions un peu étonnantes du Conseil constitutionnel. On peut penser à celles sur l'état d'urgence, on peut penser à celles sur tout un tas de choses. Mais attention, là justement encore une fois les historiens du droit ont du travail. Dans les droits et libertés garantis par la Constitution sous la forme de droit naturel moderne, il y a, entre guillemets, alors je ne vais pas dire de vrais droits, je vais dire des droits classiques. Par exemple, le droit de propriété. La déclaration de 1789 nous dit que c'est un droit naturel et imprescriptible de l'homme. C'est mal parti. On est parti sur le justnaturalisme, là. Qui doit être inviolable et sacré, article 17. Chez les Grecs, il n'y a pas de droit inviolable et sacré, ou alors c'est dans les temples, mais c'est pas dans la vie de la cité comme ça. Bon. Oui, sauf que on n'est pas obligé de concevoir la propriété uniquement sous cet aspect. La propriété, avant d'être un droit sacré, était tout simplement un droit naturel dans les sociétés antiques. La politique d'Aristote est très claire là-dessus. La propriété naît des exigences de la vie en société. Pour favoriser les relations paisibles entre les citoyens, il vaut mieux distinguer leurs biens. Pour favoriser l'entretien des biens et leur mise en valeur, il vaut mieux reconnaître la propriété, parce que les biens communs sont moins bien entretenus que les biens privés. Regardez les vélos en libre service que l'on retrouve au fond des canals et paraît-il même jusqu'à Mayotte. Bon. Donc, là, on peut très bien interpréter le droit de propriété garanti par la Constitution à travers un prisme classique.
Et dans ce cas-là, on retrouvera le démembrement du droit de propriété, l'usus, le fructus, l'abusus. On pourra envisager que ce droit soit constitué par la situation, l'usucapion, ou au contraire qu'il soit perdu par la situation, par la réalité sociale. Bref, on peut tout à fait plaquer un schéma juridique classique sur ce droit. Et dans ce cas, si l'on raisonne ainsi, je dirais que le juge constitutionnel rend une décision juridictionnelle. J'avais prévu de vous détailler la décision SCI Pascal de 2013 sur les propriétés privées qui sont submergées par la mer. Je ne peux pas le faire, on n'a pas le temps, mais le fait est que l'analyse du juge, de mon point de vue, dans cet arrêt-là, est tout à fait classique. Il nous dit même que la loi qui prévoit que les biens basculent dans le domaine public est fondée sur un critère rationnel et objectif indépendant de la volonté du législateur. Ça, c'est une démarche qui est réaliste, hein. Un critère rationnel et objectif, la montée de la mer, tout simplement, indépendant de la volonté du législateur. Là, je pense que le juge statue en droit et il ne rend pas une décision politique. On pourra débattre, mais... alors, il reste une dernière hypothèse dans laquelle, à mon avis, le juge peut sortir un peu du champ de la justice particulière et rester dans le droit sans entrer dans la politique. C'est tout simplement l'évaluation de la rationalité de la loi. Aristote nous dit que la loi est un logos, donc c'est une pensée rationnelle. Saint Thomas nous dit que c'est une ordonnance de la raison, etc. C'est vraiment un élément constitutif de la loi dans un sens classique. Imaginons une loi totalement absurde. Je sais pas moi, une loi justement qui considère que les biens submergés continuent, même lorsqu'ils sont sous 10 mètres d'eau, avec la propriété de leur précédent titulaire. Alors c'est pas si absurde que ça. Imaginons une loi qui autorise des rejets nucléaires incompatibles avec les exigences de la vie humaine. Imaginons une loi qui... Voilà, bon. Le juge pourrait dire, me semble-t-il, que c'est une loi qui est déraisonnable, irrationnelle, et l'invalider, sans pour autant tomber dans la décision politique. La condition, eh bien, c'est qu'il ait un raisonnement objectif que tout un chacun puisse vérifier. Voilà. C'est pas un raisonnement idéologique, c'est un raisonnement qui est fondé sur la réalité. On ne peut pas vivre si l'environnement est contaminé à un niveau trop important, par exemple. Bon. Alors évidemment, dans cette hypothèse, le pouvoir du juge est quand même très restreint. Et là, on rejoint tout simplement la jurisprudence administrative sur l'erreur manifeste d'appréciation. Ou sur le contrôle de proportionnalité dans les projets déclaration d'utilité publique. Le juge ne peut vraiment constater que les irrégularités manifestes. Hein. Une loi qui est partiellement injuste n'est pas forcément pour autant déraisonnable. On peut penser à une loi fiscale qui serait trop avantageuse pour les uns et trop désavantageuse pour les autres. Là, si le juge statue, c'est politique. Comme c'est Guy Bréban qui dit ça dans ses conclusions sur Ville-Nouvelle-Est, il faut que le juge statue avec tact et mesure. Un peu comme le médecin qui prescrit ses honoraires. Vous savez, il ne faut pas vous demander trop, ça dépend un peu du patient quand même. Bon. Eh bien, c'est la même idée, c'est-à-dire que c'est vraiment... on est à la frontière du droit et de la politique dans une zone grise. Alors là, on revient à des notions anglo-saxonnes comme le self-restraint du juge qui ne doit pas aller trop loin. Mais il me semble que censurer une loi déraisonnable, manifestement déraisonnable, c'est encore jugé. Et j'en ai terminé.